Oui, je sais. J'ai plus ma moustache. Oui, je me sens à poil. Et oui, c'est la marque de fabrique de Soif Absolue, donc elle va revenir. Mais ça tombe bien qu'on parle de Soif d'Absolu parce que quand j'ai créé cette chaîne, au début de l'été 2020, j'avais en tête de détruire une vidéo du MOC. Le MOC, ce sont deux jeunes hommes, deux youtubeurs, que je dois préciser d'entrée, hein, je respecte. Hein. Je respecte, je veux pas qu'on les insulte ou quoi que ce soit. Je suis pas d'accord avec eux sur beaucoup de choses, mais par pitié, n'allez pas les insulter, quoi que ce soit. Donc là, ça fait 4 ans de bile que j'ai accumulé contre une vidéo, en particulier, qui s'appelle « Les poètes sont-ils tous morts ?» À l'époque, elle avait 2 ans, maintenant elle en a 6, donc j'arrive après la bataille. Mais il n'y a pas eu de bataille, alors quelque part j'ai le droit. Je précise qu'il faut pas les insulter parce que je vais pas être tendre du tout. Quoi qu'il en soit, leur vidéo, dont je vous mets le lien sur l'écran, dans la description et dans le commentaire épinglé, se veut un état des lieux de la poésie contemporaine. Alors, malheureusement pour eux, elle a été sponsorisée par la région Rhône-Alpes et ils ont dû faire court, parce qu'ils étaient obligés. On va garder cette contrainte en tête, mais ça ne les excuse pas. Parce que, court ou pas, il y a beaucoup de bêtises. Ensuite, je voudrais préciser que, après avoir terminé ma prise de notes, j'ai trouvé le commentaire d'un certain Damien, dont je mettrai un screenshot là, dont je partage assez largement les idées, et dont je me suis parfois inspiré. D'ailleurs, les 2 youtubeurs lui ont aimablement répondu, ce qui me laisse le loisir d'approfondir mon attaque. Parce qu'outre l'imprécision à laquelle elle est contrainte, le gros défaut de cette vidéo réside dans son approche excessivement historique. En effet, elle veut expliquer les grandes évolutions de la poésie par les évolutions historiques, en excluant celle de la poésie justement, ou en passant dessus beaucoup trop rapidement. Au passage, parce que je sais à peu d'où viennent les 2 loustiques, je suis à peu près certain de savoir de quel prof ils tiennent cette méthode, si je puis dire, ou cette façon de penser. Si c'est bien celui que je crois, c'est un des meilleurs profs que je n'ai jamais eu, un puits de science pas possible, un pédagogue vraiment génial, vraiment ce genre d'esprit tutélaire mémorable. Quelqu'un d'ailleurs, à qui j'avais envoyé un de mes poèmes, et qui avait répondu en m'encourageant énormément, ce qui m'a poussé à créer le compte Instagram Soif d'Absolu, autour de 2022, si je dis pas de bêtises. Au passage, tout ce petit processus m'a permis de rencontrer un de mes meilleurs amis aujourd'hui, Paris la Vieille, dont vous pouvez entendre un des poèmes sur ma chaîne, et qui a un compte Instagram à lui. Je vous le conseille aussi, hein, parce que outre le fait que ce soit mon ami, ses poèmes sont vraiment très très bien. Quoi qu'il en soit, le professeur en question n'est pas un kidam dans ma vie. Pour autant, je faisais des sacrées têtes pendant ces cours, parce qu'il interprétait les partis pris de tel ou tel écrivain sous des prismes de théorie qui me semblaient, et me semblent toujours, particulièrement tirés par les cheveux. Par exemple, il donnait plusieurs racines au romantisme, dont la blessure freudienne de l'héliocentrisme. C'est une théorie, en gros, qui veut que la prise de conscience de l'homme qui n'est pas au centre de l'univers ait été vécue comme un traumatisme par l'humanité entière, un traumatisme évidemment inconscient, parce que l'inconscient c'est la marque des génies, vous le savez comme moi, qui aurait été la condition du développement d'un très large mal-être. Ah, c'est beau, c'est beau. Sauf que l'héliocentrisme s'est découvert au XVIe siècle, et que cette historienne bien rodée oublie que les gens ne vivent pas dans les livres, mais dans la vie incarnée, et surtout dans ses conflits. Non, le romantisme ne sort pas du chapeau d'une prise de conscience ou d'inconscience cosmique, mais des tueries, des guerres incessantes, de la Révolution et de l'Empire, de l'écroulement du vieux monde et de ses coutumes, de l'établissement douloureux du nouveau. Tout ça étant baigné dans 20 ans de guerre absolument dantesque et quasiment incessante. Oui, ça vous forme un homme quelque part, et c'est palpable. Si vous me croyez pas, lisez l'Incipit de la Confession d'un enfant du siècle de Musset, très bon bouquin d'ailleurs, ses poèmes de jeunesse, moins bons, les poèmes de jeunesse de Hugo, de Nerval, de Desbordes Valmore, lisez La Chartreuse de Parme, ou Le Rouge et Noir de Stendhal, ou, encore mieux, Les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, là, vous aurez tout. Les uns sont des nostalgiques de Napoléon, les autres sont royalistes ou républicains, tous portent en eux la trace d'un passé qu'ils regrettent sans souvent l'avoir connu. Aussi, même en ne niant pas l'argument héliocentrique, il y a un ordre de priorité à respecter dans un raisonnement de cette envergure. Mais je digresse, d'autant que nous n'avons pas la preuve que l'interprétation des 2 compères vienne de ce prof-là. Intéressons-nous plutôt, de façon linéaire, à leurs arguments. La poésie, c'est comme la France. On a l'impression que depuis toujours, c'est la crise. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, les auteurs occidentaux prennent conscience, de façon très aiguë, que les mots sont incapables de décrire le monde. Or, et c'est tout le problème, vous l'avez sans doute remarqué, on pense avec les mots. Comment penser un monde que je n'arrive pas à décrire? Je suis comme séparé du réel par le voile du langage. Pire encore, le langage me sépare de ma propre intériorité. Il n'arrive pas non plus à exprimer ce que je ressens.
Quand je dis je t'aime, je veux toujours dire 100 fois plus, mais je n'y arrive pas. Alors, pour comprendre de quoi il est question ici, il est nécessaire d'avoir en tête une idée de Baudelaire qui veut que les mots soient des maldisants, c'est-à-dire qu'ils n'expriment jamais exactement ce qu'ils veulent dire. Par exemple, quand je dis le mot voiture, vous ne voyez pas la même voiture que moi. Et vous voyez une voiture quand même. Quand je vous dis tristesse, rien n'indique que vous ressentiez la même tristesse que moi, qu'elle soit de même nature. Au passage, quand même, dans leur argumentation, notez le « depuis toujours » et le « dans la deuxième moitié du 19e siècle ». Je commence à en avoir assez qu'on ne pense la poésie qu'à partir du 19e siècle, comme si Ronsard, La Fontaine et compagnie c'était pour les chiens. Mais bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, on va pas s'attarder. Ce que nos compères ne citent pas, mais que cite le commentaire dont je vous ai parlé, est le réflexe de défense de certains poètes contre la bourgeoisie, parce qu'ils pensent qu'elle va dévorer leur langue. Si vous voulez, contre l'utilitarisme bourgeois, en quelque sorte. Mallarmé est du nombre. Son hermétisme, sa recherche d'un vocabulaire toujours plus alambiqué, d'une syntaxe toujours plus alambiquée, en témoigne. Mais je ne peux pas résister à faire remarquer que de tels partis pris n'excluent pas que les bourgeois. Presque tous les Français en sont exclus. Outre les classes ouvrières, paysannes, ce que vous voulez, tout le monde. Sinon, en fait, 3 poètes qui ont le nez dans des traités 24 heures sur 24. Dans ces conditions, il est quand même excessif de dire que les poètes prennent conscience de manière très aiguë de leur impossibilité à décrire le monde, parce qu'il ne s'agit que d'une frange d'escribouillards, même si elle est, au moins en regard de la postérité, assez influente. Et puis, bon, il y a cette considération, et ce qu'on en fait. Baudelaire, c'est lui qui dit que les mots sont des maldisants, et il a jamais cessé d'écrire des textes hautement intelligibles, et quand ils sont métriques, très scrupuleux dans leur respect des règles. Ah, et je ne parle pas des règles au hasard, parce que c'est une des plus cruelles lacunes de la vidéo. Comment peut-on aborder l'évolution de la poésie dans son histoire récente, sans parler du séisme qu'elle subit au 19e siècle? De même, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, mais là, je vais pouvoir rentrer en détail. En effet, dès le début du 19e siècle apparaît le principe de prose poétique. Alors, elle est assez difficile à définir, mais en gros, elle prend les mêmes modalités que le langage poétique, donc les métaphores, les effets de rythme, sauf que elle ne prend pas le mètre, c'est-à-dire le vers coupé, en syllabes comptées. Pour les nouveaux, j'ai fait une vidéo aussi qui s'affichera en haut de l'écran, d'initiation à la métrique. Je vous la conseille si vous souhaitez vous essayer à la plume ou suivre ce que je dis de façon un peu plus pointue. Alors, on retrace l'origine de la prose poétique au sein des traductions de poèmes, des nouvelles, sinon des rêveries de Rousseau. Ce qui est à peu près certain, c'est qu'elle naît sous la plume d'auteurs comme Aloysius Bertrand, Alphonse Rabbe et Maurice de Guérin, donc toujours au début du 19e, mais qu'elle acquiert ses lettres de noblesse sous des plumes aujourd'hui assez célèbres, comme celle de Baudelaire, dans le Spleen de Paris, encore qu'il s'agisse d'une édition posthume, on ne sait pas ce qu'il en aurait fait lui-même, ou bien sûr Une saison en enfer ou Les illuminations de Rimbaud, ou encore Les chants de Maldoror, de Lautréamont. Je ne porte pas cette forme dans mon cœur, même si je reconnais la qualité de très nombreux textes. Cependant, il faut reconnaître qu'elle crée objectivement un trou d'air dans la définition de la poésie, parce que celle-ci n'est plus reconnaissable à sa seule forme. Cette brèche permet à la fin du 19e l'irruption d'un nouveau concept, celui de vers libre. Tout est dans le nom. Il reprend les mêmes modalités que le vers métrique, sauf qu'il ne compte pas les syllabes, ce qui conduit à la disparition de la césure. En revanche, et ça c'est un fait assez peu connu, notamment chez ceux qui le pratiquent, elle conserve beaucoup de ces modalités d'écriture, beaucoup de ces processus, comme les différents types de coupes, de rejet contre rejet. Elles sont applicables et même recommandées en vers libre. Par exemple, quelqu'un qui le fait bien, c'est Guy Goffet, qui trouve une grâce relative à mes yeux. Alors, il existe plusieurs variations du procédé, un des plus connus étant le verset inventé par Claudel et inspiré des tournures bibliques, qui est ce qu'il est. Encore une fois, je reconnais l'intérêt du vers libre, et même moi, quand j'écris mes poèmes métriques, parfois j'ai envie de péter un câble. Et il m'arrive même dans des brouillons de faire du vers libre, mais je ne suis jamais convaincu. Mais je constate aussi qu'il a, paradoxalement, conduit à un appauvrissement du champ poétique, parce que la batterie de règles métriques qu'il était très opportun de subvertir a fini par disparaître du champ de compétences des poètes, et qui se retrouve juste avec la surface. Moi, quand j'ai commencé à écrire, j'ai épousé le vers libre, par flemme d'apprendre et d'appliquer la métrique d'abord, mais surtout parce que j'avais formulé consciemment cette catastrophe. Quoi que j'écrive, j'ai le droit d'appeler ça de la poésie, ce qui est quand même terriblement regrettable. Le MOC aurait dû également, en partant de ces points-là, s'appesantir sur le cas d'Apollinaire, qui est peut-être un des seuls poètes, avec, peut-être Rimbaud, qui pratique ces 3 formes avec brio. Voilà, en quelques mots, l'un des plus gros séismes, l'un des faits les plus déterminants de l'histoire de la poésie, et ne pas l'avoir abordé est juste
impardonnable de la part du MOC, d'autant qu'ils l'auraient sans doute fait de façon autrement plus nuancée que votre serviteur. Ils aggravent leur cas en passant immédiatement à la Seconde Guerre mondiale, dont les horreurs auraient découragé les poètes. Après la Seconde Guerre mondiale, nouvelle crise. Il y a eu la Shoah, un conflit total, des crimes de guerre des deux côtés. L'humanité est tombée dans l'abysse. Après ça, comment peut-on oser écrire de la poésie? Est-ce qu'il n'y a pas une indécence incroyable à refaire des sonnets sans se poser de questions? L'histoire, avec sa grande hache, est venue trancher la langue du poète, qui se retrouve muet d'horreur. Je parlerai d'un des poètes qui pour moi est le plus grand des poètes européens, Paul Celan, donc qui a essayé d'écrire après Auschwitz, après la Shoah. Paul Celan, lui, a été tellement marqué par cet événement historique, qui a tué ses parents et qui a rendu sa vie de tous les jours difficile, qu'il n'a pu plus écrire comme Baudelaire. Ici, ils vont trop vite, même si, encore une fois, c'est pas tellement de leur faute. Il aurait fallu aborder l'influence de la Première Guerre mondiale sur les poètes, qui a effectivement modelé tous ceux qui ont participé. Le MOC fait d'ailleurs opportunément l'impasse sur les surréalistes, dont je parle décidément dans chaque vidéo, et croyez-moi, j'ai pas envie, pour éviter de me répéter. Ce mouvement des années 20 veut se défier du fond et de la forme, pour pas mal de raisons que j'explore ailleurs. Si on a beaucoup moqué le surréalisme, et si on en est beaucoup revenu aujourd'hui, ce n'est pas le cas en poésie, malheureusement. Et la poésie du XXe siècle, de la deuxième partie du XXe siècle, est très largement héritière du surréalisme. Les principales marottes des surréalistes résident dans l'inconscient freudien, et l'opposition forcenée à l'ordre établi. Alors si on explique souvent cette dernière par la jeunesse et les idées progressistes du groupe, on omet d'expliquer qu'ils ont participé à la guerre et que il est très, très probable qu'elle ait laissé des séquelles psychologiques tout à fait mesurables. Tenez, quand j'étais en prépa, mon prof d'histoire nous racontait en rigolant que son grand-père, ou son arrière-grand-père, il me semble que c'était son grand-père, qui avait fait la Première Guerre mondiale, se réveillait en pleine nuit à la maison de retraite et attaquait à coups de canne son voisin de chambre. Ça le faisait rire. C'est vrai que c'est assez burlesque. Mais vous vous rendez compte? Un type à 70, 80 ans, 90, qui a fait la guerre dans sa vingtaine, et qui pète encore des câbles, plus de 60 ans après? C'est cauchemardesque. Alors imaginez dans les années 20, quand il y a 3 ans qui se sont écoulés, quoi. D'autre part, l'absurdité et la violence du conflit ont monté toute la génération qui y a participé contre les élites du pays, en l'occurrence le parti radical, considéré comme un ramassis de valets du capitalisme, de francs-maçons, de traîtres, de rationalisme, de social-traîtres, de planqués, parfois avec des mélanges, ce jugement dépendant évidemment des opinions politiques du soldat dont il est question. Aussi, si l'influence de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah n'est pas négligeable sur l'esprit et l'âme des poètes, elle s'installe sur un terrain déjà largement défriché. Et puis quand même, tous n'ont pas la même réaction aux horreurs. Une intervenante mentionne Celan. Mais déjà, Celan, ce n'est pas de notre langue, et je crois pas qu'il écrit dans notre langue, sauf erreur de ma part, donc ça rend le jugement de son vers difficile, parce que oui, ici, on n'est pas la team traduction. Hein. En poésie, le fond, c'est-à-dire le propos, et la forme, c'est-à-dire la valeur sonore, sont aussi importants l'un que l'autre. Vous en enlevez un, ça se casse la gueule. Il faut 2 piliers. Or, les poètes français ont écrit sur ce sujet et ont continué à écrire. J'en veux pour preuve les poèmes d'Aragon sur ses amis morts dans les camps. Alors peut-être que la chose s'est passée différemment en Allemagne, mais là, moi, je suis pas assez renseigné. Moi, je vous parle de poésie française. Et puis bon, quand même. Le MOC est vraiment à la ramasse en disant, est-ce qu'il n'y a pas une indécence à écrire des sonnets comme avant? Déjà parce que, avant la guerre, le sonnet il avait plus du tout le vent en poupe, et puis si l'on s'oblige à ce genre de filtres moraux, est-ce qu'il n'est pas encore plus indécent de se masturber frénétiquement sur un vers qui n'a ni queue ni tête? Et qui, lui, prospérait déjà dans les années 30. Mais bon, peu importe, parce que, d'une part, mon ersatz de dandisme trouve une réelle satisfaction à imaginer continuer faire paisiblement ces quatrains assis sur un tas de cadavres. Ensuite parce que l'analyse historique de cette vidéo oublie un fait fondamental alors qu'elle partait plutôt bien, pour une fois. Dans les années 60 donc, on peut bel et bien dire que la parole poétique à l'ancienne est devenue impossible. Tout ça, c'est la crise esthétique, et elle conduit à la crise éditoriale, c'est-à-dire on n'édite plus, ou presque plus, de poésie. Une crise éditoriale, la belle affaire, c'est surtout une question de demande. Au lendemain de la guerre, le monde littéraire subit l'épuration. Donc... tous les cadres plus ou moins collabos se font punir d'une manière ou d'une autre. Bon, après, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui ont pu réintégrer, mais ça, c'est une autre question. En tout cas, chez les écrivains, Maurras et Rebattet vont en tôle, Céline, Chardonne, Morand, Jouandeau font profil bas ou s'exilent, Brasillac se fait fusiller, et Drieux-La Rochelle se suicide. Pour n'en citer que quelques-uns. Ici, le MOC, qui voyait trop large, ne voit pas assez large. Le monde littéraire change drastiquement. Et des pas tout à fait nouveaux venus prennent plusieurs sièges, comme Camus, Sartre, Beauvoir, Duras. Alors,
je vais rester pudique et me contenter de noter qu'on n'a pas affaire à des poètes. Je les déteste pas, ces écrivains. Enfin, pas tous. L'heure est alors à la philosophie, notamment portée par l'existentialisme de Sartre, et la poésie, si elle ne disparaît pas, n'est pas la préoccupation première de la petite jeunesse littéraire. Non, en fait, la poésie est attrapée par les héritiers des surréalistes, comme l'infâme Jacques Prévert ou le soporifique Bonnefoy. Pardon, trop d'affect ici. Mais bon, je suis pas un critique littéraire, Dieu merci. Vous me dites qu'est-ce que vous faites en ce moment? Eh bien, les gens qui vous rencontrent vous disent qu'est-ce que vous faites ce soir? Ah, j'ai envie de te coumer, là. Une habitude curieuse. J'ai envie de le coumer avec sa tête, là. Tiens d'ailleurs, les poètes en viennent à se confondre aux critiques et aux professeurs. Il faut bien manger. Mais c'est peut-être pour ça que c'est de la merde, parce qu'il n'y a plus aucune distance avec l'institution qui est à la ramasse par nature et le poète. Alors je dis que l'institution elle est à la ramasse et j'ajoute que c'est une bonne chose, parce qu'elle est censée enseigner le présent sur le passé, en s'appuyant sur le passé justement, sur des bases qu'elle a acquises du passé. Sur quoi croyez-vous qu'est fondée l'université? Le problème c'est que ça donne une poésie dévolue à l'analyse d'elle-même, se décortiquant à mesure qu'elle écrit, une poésie de professeur, surintellectualisée, jusque dans sa forme, qui nécessite un doctorat à comprendre, parce que n'avoir plus aucune règle, paradoxalement, se justifie extrêmement difficilement. Ajoutez à cela une abstraction croissante, une lecture à clé, qui se poudre de métaphores de plus en plus alambiquées, pour parler de choses très simples. Parce qu'expliquer qu'on est triste, heureux, que le ciel est beau, ou qu'on aime serait trop facile. Ou trop populaire. Ça me rappelle quand j'avais lu une préface qui faisait l'éloge, tenez-vous bien, des lyriques abstraits américains. Les blagues s'écrivent toutes seules, quoi. Puis des poètes américains. Puis quoi encore? De la démocratie chinoise. De la cuisine anglaise. J'ai entendu de la part du professeur dont je vous parlais au début, et qui avait d'ailleurs publié de la poésie, que la France n'aimait pas les poètes. Il me semble qu'il racontait à l'amphi qu'il avait cherché dans un magazine littéraire quelques lignes sur les dernières sorties poétiques. En fait, j'y pense depuis des années, et je crois que ce sont pas les gens qui se sont désintéressés de la poésie, mais la poésie qui s'est désintéressée des gens. Comprenez-moi, je suis le type qui pile comme un cheval devant un obstacle quand il passe devant le rayon poésie ou la vitrine poésie d'une librairie. Mais même moi, j'ai arrêté de piler, parce que je sais ce que je vais voir. Je sais que la différence prétendue sera toujours la même, et que j'en sortirai non seulement agacé, mais déçu. Pourtant, il y a eu une poésie 20e. Le meilleur exemple est Aragon, facilement le poète récent le plus pratiqué. Il est inégal, mais son meilleur atteint facilement le panthéon des plus beaux poèmes francophones. Par exemple, dans Plainte pour le 4e centenaire d'un amour, « Lion, lion, n'écoute pas la saône, trop de noyés sont assis au festin. Ah, que ces eaux sont boueuses et jaunes, comment pourrais-je y lire mon destin ?» Ah, mais c'est fou ça, pourquoi est-ce qu'il est bon? Ah bah je sais pas, au hasard, la métrique, le vers chantant, le sentiment clairement exprimé, la tendance vers l'universalité avec laquelle je vous casse les pieds dans chaque vidéo, c'est-à-dire la fibre intime et commune qui sommeille en chaque humain. Oui, les mots sont des maldisants. Parce que je sais pas exactement quelle est la teneur de la mélancolie qui tenaille Aragon quand il écrit « J'avais ma peine et ma valise et celle qui m'avait blessé. Riait-elle encore à Venise, moi j'étais déjà son passé. » Et pourtant, est-ce que ça me tenaille pas, moi aussi? En art, peu importe la cervelle tant qu'il y a du cœur. C'est d'ailleurs là aussi que le moque dit une bêtise. Ce qui est refusé d'abord, c'est le lyrisme, la manie qu'a le poète de tout faire tourner autour de son petit cœur, de ses états d'âme. Comme si le lyrisme avait pour but de faire tourner autour de soi la poésie. Plutôt qu'un long discours, je vais vous citer Victor Hugo, si, dans sa préface aux Contemplations. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent « moi ». Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas? Ah, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Certes, dans la pratique, il n'est guère le meilleur exemple, parce qu'il fait tout tourner autour de son putain de nombril. Mais il a raison en désignant ce qu'on appelle parfois le jeu lyrique, c'est-à-dire un jeu qui, s'il est calqué sur le poète, prend une forme faite pour être épousée par le lecteur. Quand Baudelaire dit, par exemple, « Je suis un cimetière abhorré de la lune, où comme des remords se traînent de longs vers, qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chers. » Vous n'avez pas besoin de faire une dissertation pour vous identifier au poète, et à ressentir la même gangrène intime que lui. Qu'il ait souffert différemment de vous, n'importe pas, parce que vous souffrez. Mais peu importe, encore une fois, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus grave. Le moque fait l'impasse sur un phénomène absolument déterminant, l'explosion de la chanson populaire. Depuis le temps que je voulais en parler. Passons rapidement sur ses débuts, que je maîtrise mal, et qui ne sont pas, c'est bien pratique, ce qui m'intéresse ici. Dès la fin du 19e, des chansonniers comme Aristide Bruant, Jean Rictus se font un petit nom. On peut également noter, avant eux, le patronage de Béranger.
Un peu plus tard, et avec le perfectionnement des techniques d'enregistrement, Édith Piaf commence à se faire connaître. C'est pas la seule, mais c'est la plus connue. Après la Seconde Guerre mondiale, ensuite, émergent d'immenses artistes, Aznavour, Brel, Barbara, Juliette Gréco, Brassens, pour n'en citer que quelques-uns. Pour ma part, j'ai grandi avec Jodassin, pour qui j'aurais toujours un faible, mais ma préférence va à Barbara et Aznavour, que j'écoute religieusement depuis des années, que j'arrive pas à départager. Et pour cause, ces deux sensibilités d'élite ont eu et ont toujours une influence considérable sur ma plume. J'ai déjà croisé des gens qui découvraient la Lune en affirmant que les textes de certaines grandes chansons étaient textes littéraires. Alors, merci les gars, mais évidemment. Écoutez Bon anniversaire d'Aznavour, et observez comment le schéma de rime s'accouple à l'histoire qui se déroule dans la chanson. Une telle minutie, camouflée derrière la nonchalance du ton, et la description des réalités terre-à-terre, est la marque des grands. Écoutez dans Tout s'en va, la qualité des jeux de mots sur les registres des noms des amantes. Par exemple, quand il est question de Kate. Qui bien qu'étant anglaise était pourtant d'argile. Alors, vous aurez sans doute attrapé le jeu de mots avec la glaise et l'argile, les terres, hein. Mais est-ce que vous savez aussi que Argyle, Argyle en anglais, je crois, c'est une ville d'Écosse? Mais c'est du grand art, c'est un millefeuille de jeu de mots le truc. Et là je vous cite Aznavour que je connais très bien, mais faites-moi confiance et écoutez Drouot de Barbara. C'est une chanson en alexandrin, ce qui est à fait assez rare pour le noter, qui, si elle se permet des écarts formels de type césure épique et rime par onomastique, est une qualité absolument indéniable. Je vous ferai une playlist à l'occasion, avec mes chansons françaises préférées, soit celle-ci et bien d'autres, comme Padam Padam de Piaf. Et encore, je vous parle ici que des qualités formelles, mais ce qui rend ces chansons immortelles, c'est aussi le puissant lyrisme qui s'en dégage, le même lyrisme que le Mock croyait avoir jeté par la fenêtre. Vous l'aurez compris, j'aime éperdument la chanson française, je respecte ses plumes, et je les place dans mon panthéon personnel. Mais je suis loin d'être aveugle, et puisque je vous parle de Piaf, je voudrais vous conduire devant ses limites. Vous n'ignorez peut-être pas que Piaf n'écrivait pas, ou peu, ses textes. C'est avant tout une chanteuse, une bête de scène, une interprète. Et c'est là tout le danger des chansons de Piaf. Si on peut les reprendre, presque tout le monde sera d'accord pour dire que sa version est la meilleure, parce que, quand même, quelle voix et quelle présence. Il en va de même pour pas mal de chansons d'Aznavour, et d'autres. Est-ce que vous saviez aussi que Les Passantes de Brassens étaient l'adaptation d'un poème d'Antoine Paul, ou que le fameux Que serais-je sans toi de Jean Ferrat a été écrit par Aragon? C'est fou, c'est comme s'il y avait un rapport entre la musique et les vers. Et le succès, mais je m'avance. Alors, si l'auteur d'une chanson n'est pas celui qui l'interprète, qui est le poète? Alors, je vais pas me faire des amis, mais je vais vous donner mon opinion, personne. Jacques Prévert est un excellent parolier, j'en veux pour preuve les Feuilles mortes, chantées par Yves Montand, mais c'est un piètre poète, et c'est peu de le dire. Moi, personnellement, je ne suis pas poète, comme on dit exactement. On m'a appelé comme ça, vous ne trouvez pas? Ah bah si même lui il le dit. En fait, aussi profond mon amour et mon admiration pour la chanson française puisse-t-il être, je la sépare de la poésie, parce qu'une chanson lue comme un poème perd 50% de son intérêt. À moins, bien sûr, qu'elle soit un poème à l'origine. D'ailleurs, je suis tout simplement contre la mise en musique des poèmes, d'abord parce qu'il faut bien souvent réarranger le poème, en portant atteinte à l'intention originale, ensuite parce que le dit poème ne sera plus lisible qu'avec cet air dans la tête. Quand je suis arrivé au Que serais-je sans toi, dans le roman inachevé, d'ailleurs c'est juste un extrait d'un poème beaucoup plus long qui s'appelle Prose du bonheur et d'Elsa, il m'a été impossible de profiter du poème lui-même, d'en avoir, en un sens, ma propre interprétation. C'est que je considère la lecture elle-même comme une interprétation. Alors que dire d'un chant? Vous savez, s'il y a des lectures de poèmes sur cette chaîne, c'est parce qu'on m'a dit à plusieurs reprises que je lisais bien, et que ça donnait envie de lire les poèmes que je lisais. Et je me suis dit que comme plein de gens n'ouvriront jamais les Fleurs du Mal par exemple, je pouvais rendre ce service. Il y a des gens qui aiment beaucoup écouter ça. Moi je n'écoute jamais, au grand jamais, de récitation de poèmes, sur ma chaîne ou celle des autres. Même quand je monte pour vous dire les poèmes que je récite, je me dis « Ah, j'aurais pu dire ça différemment. Ah, j'aurais pu changer une intonation, un rythme ici. » Ça rend fou, hein. Vous me direz peut-être que je vais très loin, mais comprenez, c'est vraiment ma passion aussi. Là, pour moi, c'est vraiment l'émotion esthétique. C'est le Saint Graal. Donc le moindre détail compte. Pour autant, je vois en face de moi deux arguments tout à fait légitimes. D'abord, que la poésie et la chanson étaient à l'origine quasi indissociables, notamment chez les rhapsodes grecs ou les troubadours et trouvères médiévaux. Alors c'est vrai, mais à la fin du Moyen-Âge, la poésie se sépare de plus en plus de la chanson, même si on reste au début d'ailleurs sur des formes prises à la chanson comme le rondeau et la ballade, qui existent d'ailleurs toujours en musique classique notamment, voire même en rock, mais à partir en gros du Moyen-Âge, la poésie française se construit vraiment sur le texte et plus sur le chant, même si le chant existe encore et qui n'a jamais disparu d'ailleurs. Un autre argument est celui de l'accord donné par le poète au chanteur,
comme c'est le cas pour Antoine Paul ou Aragon. Dans ce cas, rien à dire, hein, car leur œuvre leur appartient. Je pense que c'est une erreur en soi, mais les chansons ne sont pas mauvaises. En revanche, si mon œuvre a ne serait-ce qu'un fétu d'importance à vos yeux, je vous en supplie, je vous le demande sincèrement, opposez-vous à la mise en musique de mes poèmes. Je considère que mes poèmes sont l'expression de ma sensibilité, de ma fibre intime à un moment donné, à laquelle il n'y a rien à rajouter et rien à retrancher. Je dis pas qu'ils sont parfaits, attention, mais mes textes ne sont pas des palimpsestes, sur lesquels on peut écrire ce qu'on veut. Si je voulais écrire de la chanson, parce que j'avoue que c'est quelque chose qui m'attire, je l'écrirais spécifiquement comme de la chanson, pas comme un poème. De toute façon, il n'y a qu'un gros con de critique qui n'a jamais rien écrit de littérairement viable pour proclamer que l'auteur est mort. Ça l'arrange bien ce fils de p***. Si un poème doit s'appuyer sur une béquille de musique, c'est qu'il n'est pas un poème. Notons aussi que la chanson implique souvent une structure qui lui est propre, c'est-à-dire les couplets et les refrains, qui s'ils existent en poésie sont marginaux, parce qu'ils sont relativement inexpressifs, sans musique. De même, je vous disais tout à l'heure que l'alexandrin est rare en musique, parce qu'il s'adapte rarement bien à la musique. En fait, souvent, dans les chansons, ce sont des vers beaucoup plus courts, entre le penta et l'octosyllabe, donc de 5 à 8. En général, je ne dis pas, et puis il y a des exceptions, il y a parfois des vers hétérométriques, donc de différents mètres, ça dépend. Avec en plus des règles bien à eux, mais ça serait aller vraiment dans le détail. Pour faire plus simple, oui, les textes de chansons sont très souvent d'excellents textes. Il y en a des mauvais, mais comme il y a des mauvais poèmes, si vous voulez. Ils sont lyriques, ils sont bien écrits. Mais ce ne sont pas des poèmes. Ils ont besoin de leur interprète, de leur air. Ce serait d'ailleurs mépriser la musique, le travail de la composition des musiciens, d'affirmer qu'une chanson est un poème, parce qu'elle dépend, dans la plupart des cas, autant du poème que de la partition. Alors, nuançons tout de même mon raisonnement par la mention du fait que certains chanteurs ne chantent pas. Ils disent, sur un air, sans s'envoler superbement à la Aznavour. Ainsi, il n'est pas trop difficile pour Brassens de reprendre les passantes. Il suffit d'une guitare, une élocution et une voix admirable et le tour est joué. J'ajoute aussi que si je n'aime pas trop les chansons de Léo Ferré, j'aime beaucoup son vers, quoi qu'inégal et un peu trop aragonien. Alors tout de même, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. L'université et les institutions ne méprisent pas la chanson populaire qui n'a de populaire plus que le nom. Mais elle les met à égalité avec sa poésie sénile, parce que le propre de l'enseignement actuel est de ne vexer personne, de relativiser et de tout considérer comme un objet d'étude valable. C'est noble, mais moi je suis un homme, avec mes tripes, qui me font aimer certaines choses et en détester d'autres. Moi, je crois que certaines choses sont intrinsèquement supérieures à d'autres. Mais je pense que vous l'avez compris maintenant. Il y a aussi l'épineuse question du rap. Je lui oppose les mêmes limites qu'à la chanson en ajoutant qu'il se fonde sur des règles d'accentuation de l'anglais, parce qu'il nous vient directement des Amériques, qui ne sont pas compatibles avec notre langue, atonale par nature. Pour donner un exemple, Necfeu dans Plume chante « Mon cœur est chancré », mais comme c'est du rap, veut dire « Mon cœur est chancré ». Moi, ça m'a toujours fait tiquer. Globalement, je ne suis pas très convaincu par le rap, mais j'en fais pas une fatalité, parce que je suis mal renseigné d'une part, ensuite parce qu'il est en constante expansion, c'est clairement pas un objet d'étude terminé, et certains textes m'ont agréablement surpris, je vous mets quelques exemples à l'écran. Ce que je veux faire comprendre avec tout mon raisonnement, c'est que la poésie, telle que je l'entends, a été coincée entre une poésie intellectualiste et universitaire, et la chanson. Elle n'a pas eu son propre terrain à elle. Mais revenons à nos moutons. À quoi bon les alexandrins en temps de détresse? Oh. Pas bien de paraphraser Hölderlin sans le préciser. Cela dit, peut-être que mentionner son fameux « À quoi bon les poètes en temps de détresse ?» qui date non pas de 45 mais de 1800, mettrait par terre tout le château de cartes qui sert d'argumentation à cette vidéo. Oups, la question de l'utilité de la poésie dépasse les bandes qu'on lui a imposées. Merde alors, qui l'eût cru? Et la poésie institutionnelle, quant à elle, a peu à peu disparu. Hop. C'est quoi la poésie institutionnelle? La métrique? Mais Baudelaire, Corbière, Apollinaire, pour n'en citer que quelques-uns, toujours été loin des institutions. Quoi alors l'Académie? Ça n'a jamais été le canon littéraire d'un temps. Encore un petit point faible de la vidéo. Aujourd'hui, la poésie est surtout une libre expérimentation de formes et de thèmes. Pep. Aujourd'hui Michaud que vous citez là, c'est 1935, et c'est ça le problème. Votre putain de libre expérimentation dure depuis des décennies, sinon plus d'un siècle, et qu'elle n'arrive nulle part. Parce qu'elle existe pour elle-même, elle expérimente pour expérimenter. Ça paraît peut-être une bonne idée, mais on se retrouve toujours avec la même chose, des mots qui n'ont aucun sens parce qu'on a opportunément décidé qu'il n'en avait plus aucun, sans demander l'avis de personne. Sauf que si les mots ne veulent plus rien dire, ils veulent tous dire la même chose. Au bout de 100 ans d'onanisme, il faudrait penser à sortir la poubelle. La vérité, c'est qu'un troupeau de cancres a imposé cette stérilité, cet immonde intellectualisme, cette masturbation complaisante et égocentrique, parce qu'il n'avait aucun talent, parce qu'il haïssait sa société, au point de vouloir en détruire tout, même ce qu'il y avait de bon. À cette bande de rêveurs autorisés,
de critiques vétilleux, de confiscateurs de Dieu, j'annonce qu'il y a encore des artistes pour qui la beauté est l'indétrônable et inatteignable but, pour qui le langage a encore un sens, parce qu'ils ne sont pas enterrés sous la théorie et la vie intellectuelle, mais ont le cœur ouvert aux quatre vents, déchirés par la nature, l'amour, la vie, la vraie vie, et qu'ils vous emmerdent. Je dis pas ça aux moques, hein. À eux, je suggère de retirer les œillères relativistes qu'on leur a mis sur le nez lors de leur consécration au Dieu éducation. Et, comme un épisode de Soif d'absolu ne saurait se passer d'une citation de Drieux, je me souvenu de la suivante dans la 3e lettre aux surréalistes. Quelle erreur, quelle pourriture de l'idée de l'art. Je comprends que, le réduisant ainsi, vous vomissiez l'art. Je vous dis que pour moi l'art, c'est le moyen le plus puissant de vivre. Je conçois la vie comme une prière, et l'art, la façon d'articuler cette prière. Secrète et précaire, la poésie se développe surtout de plus en plus en lien avec les autres arts. Musique, cinéma, art plastique, photographie. Éparpillée dans sa maison, elle conquiert d'autres territoires. Bon, je serai court ici parce que vous avez compris l'idée quand je vous parlais de musique. Si la poésie doit s'appuyer sur les autres arts, elle n'est plus poésie. Elle doit pouvoir exister d'elle-même. Je reste sur ma faim quand on nomme poétique un film qui cite des petits bouts découpés de texte à la Godard. Déjà, ça me paraît un peu facile de se cacher derrière des citations canoniques quand on prétend créer son œuvre, mais surtout, Rimbaud n'a pas écrit qu'un quatrain de l'éternité. On peut le lire sans Pierrot le Fou, j'espère. Peut-être alors que la meilleure façon de lire de la poésie, c'est de commencer à en dire, de la prendre par cœur pour qu'elle nous suive partout, de la mettre en musique pour l'écouter plus naturellement, ou de la mettre en image comme François Ravenel. À ce qu'on dit, la poésie est beaucoup plus présente en Irlande, en Italie, en Russie ou au Japon, justement parce que ce travail de mémorisation entre en jeu. Retenir les vers qu'on aime pour les garder au creux des lèvres. Ces vers que personne ne nous enlèvera. Si vous aviez vu ma tête en temps réel. Moi, je suis un avocat de l'apprentissage par cœur. D'abord parce que c'est toujours agréable de pouvoir se passer des poèmes comme un disque mental. Ensuite parce que ça muscle la mémoire. Au début, je mettais des jours, maintenant ça va vraiment très vite. Enfin, parce que la mémorisation est le meilleur argument en faveur de la métrique. Bah oui, quand les vers sont comptés, ils imposent une musique à l'oreille, qu'une erreur désaccorde immédiatement. Ce faisant, ils sont littéralement faits pour la mémorisation. Et tiens, c'est encore un avantage sur le vers libre. Après bon, je me suis coupé l'herbe sous le pied. Bref, cette vidéo est un beau paquet de bêtises, mais qui m'a permis de mettre en évidence un certain nombre de points qui me tiennent à cœur depuis longtemps. Non, le lyrisme n'est pas une option, sauf renfort d'une valeur solide comme l'humour. Non, la musicalité et la métrique ne sont pas des passéismes, sinon votre poème sera aussi chiant qu'un article universitaire ou qu'une lettre de la CAF. Un vent de façade redistribue les cartes. La ville a du jeu et le regard s'en joue. Impasse ici, toit noir par-dessus aux cadences agencées. Escalier là et balcon bas. Ok, boomer. Dehors, les Le Corbusier de la poésie. Dehors, les nihilistes de la forme. Emportez avec vous l'âme qui vous manque. Dégagez votre cellule intellectuelle des sièges et laissez écrire, parler, chanter la nouvelle génération qui veut vivre et souffrir, qui a encore les tripes de haïr et d'aimer. J'ai créé sur Instagram, on fait ce qu'on peut, la revue de l'Apocalypse, qui compte des représentants de cette génération dans ses rangs. Peut-être trouverez-vous au bout de ce lien de quoi ne pas désespérer. Sinon, vous pouvez aussi lire mes propres poèmes sur mon propre compte, Soif d'absolu, si vous voulez savoir d'où je parle et ce que je propose un peu plus concrètement, disons. Aujourd'hui, la poésie est surtout une libre expérimentation de formes et de thèmes, avec parfois même un retour au lyrisme ou à des contraintes formelles d'autrefois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai oublié de remercier, dans la dernière, l'ami qui m'a prêté son caméscope, et l'ami qui a relu mon script pour y dénicher des passages ou des explications plus détaillées et s'imposer. Je veux aussi remercier mon public et le nouveau venu, qui ont permis un démarrage comme j'en avais presque jamais vu sur cette chaîne. Ça me motive vraiment énormément, comme vous pouvez le constater. Allez, que Dieu vous bénisse, et qu'il bénisse la nouvelle génération de poètes. Croyez-moi, on en a bien besoin.